Les éditions Gallmeister vous présentent le premier chapitre du livre Le silence de Dennis Lehane. La panne de courant se produit un peu avant l'aube et tous les habitants de la cité Commonwealth se réveillent en nage. Dans l'appartement des Fancy, les ventilateurs de fenêtres sont restés bloqués et des gouttes de sueur perlent sur le frigo. Mary-Pat jette un coup d'œil dans la chambre de sa fille Jules, la trouve couchée sur les draps, les yeux fermés, la bouche entr'ouverte, projetant de petites expirations dans son oreiller moite. Mary-Pat continue dans le couloir jusqu'à la cuisine et allume sa première cigarette de la journée. Elle regarde par la fenêtre, au-dessus de l'évier, et sent l'odeur de la chaleur qui se dégage des briques de l'encadrement. C'est seulement au moment où elle essaye de faire du café qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas. Elle pourrait mettre de l'eau à chauffer sur la cuisinière qui fonctionne au gaz, mais la compagnie en a eu assez de ses excuses et elle a coupé l'alimentation la semaine dernière. Pour éponger ses arriérés, Mary-Pat a effectué 2 journées à l'entrepôt de chaussures où elle occupe un second emploi. Mais il va lui falloir en faire 3 de plus, puis se déplacer jusqu'au bureau de facturation, avant de pouvoir de nouveau mettre de l'eau à bouillir ou faire rôtir un poulet. Elle va dans la salle de séjour, la poubelle à la main, et y balance toutes les canettes de bière qui traînent. Elle vide les cendriers de la table basse et de la desserte, puis un autre qu'elle trouve sur la télé. C'est à cet instant qu'elle aperçoit son reflet sur l'écran. Et elle ne parvient pas à faire coïncider la créature qu'elle voit avec l'image d'elle-même qu'elle conserve dans son esprit. Une image qui n'a que peu de ressemblance avec cette masse de cheveux moite et emmêlée, et ce menton qui pendouille, le tout vêtu d'un débardeur et d'un short. Même dans le gris terne de l'écran, elle distingue sur le côté extérieur de ses cuisses des veines bleues qui, sans qu'elle sache vraiment pourquoi, ne lui semblent pas possibles. Pas déjà. Non, pas déjà. Elle n'a que 42 ans. Bon, d'accord, quand elle en avait 12, elle avait l'impression que c'était un âge où on a déjà un pied dans la salle d'attente du bon Dieu. Mais maintenant qu'elle les a, elle ne se sent pas différente d'avant. Elle a 12 ans, elle a 21 ans, elle a 33 ans, elle a tous les âges en même temps. Mais elle ne vieillit pas. Pas dans son cœur, pas dans sa tête. Tandis qu'elle scrute son visage sur la télé, essuyant les mèches humides sur son front, on sonne à la porte. À la suite d'une série d'intrusions dans des appartements 2 ans plus tôt, au cours de l'été 1972, l'Office du logement a mis la main à la poche pour faire installer des Judas aux portes. Mary-Pat colle l'œil au sien et voit Brian Shee dans le couloir vermente, les bras chargés de lattes de bois. Comme la plupart des gars qui travaillent pour Marty Butler, Brian est plus propre sur lui qu'un diacre. Dans la bande de Butler, les cheveux longs ou la moustache de bandit, on ne connaît pas. Les favoris bien fournis, les pantalons pattes d'éléphant et les semelles compensées non plus. Et bien sûr, les motifs cachemire et ses vêtements teintés par nuages sont exclus. Brian Shee s'habille comme on le faisait 10 ans plus tôt. T-shirt blanc sous un barracuda bleu marine. Le blouson barracuda, bleu marine, brun clair ou occasionnellement marron est un incontournable pour les types de Butler. Il le porte même par des journées comme celle-ci, quand le mercure approche les 27 degrés Celsius à 9h du matin. Il les change en hiver contre des pardessus ou des manteaux 3/4 en cuir avec une épaisse doublure en laine, mais dès l'arrivée du printemps, ils ressortent tous leur barracuda du placard le même jour. Les joues de Brian sont rasées de près, ses cheveux blonds coupés courts en brosse, et il porte un chino blanc cassé, ainsi que des bottines noires et raflées avec une fermeture éclair sur le côté. Brian a des yeux couleur Ajax-vitre. Il pétille et luise tandis qu'il regarde Mary-Pat avec un air de légère arrogance, comme s'il devinait les choses qu'elle s'imagine garder secrètes. Et ce sont des choses qui l'amusent. « Mary-Pat, dit-il, comment ça va ?» Elle se voit avec ses cheveux aplatis, dégoulinant sur sa tête comme des spaghettis figés dans la graisse. Elle sent la moindre tache sur sa peau. « On n'a plus de courant, Brian. Comment ça va ?» Marty s'en occupe, dit-il. Il a passé quelques coups de fil. Elle jette un regard aux minces lattes de bois qu'il a dans les bras. « Je peux t'aider avec ces trucs ?» Je dis pas non. Il les tourne dans ses bras pour les poser debout près de la porte. « C'est pour les pancartes. » Elle se rappelle vaguement avoir renversé de la bière sur son débardeur hier soir, et elle se demande si l'odeur de la Miller High Life éventée frappe les narines de Brian Shee. « Quelle pancarte ?»« Pour la manif. Tim J va pas tarder à les apporter.
Elle place les lattes dans le porte-parapluie, juste derrière le seuil de sa porte. Elle partage l'espace avec un unique parapluie dont une baleine est cassée. Et cette manif a lieu vendredi. On fait ça à City Hall Plaza. On va faire du bruit, Marie-Pat. Exactement comme on l'a promis. On va avoir besoin de tout le monde dans le quartier. Bien sûr, répond-elle, j'y serai. Il lui tend un paquet de tracts. On demande aux gens de distribuer ça avant midi aujourd'hui. Tu comprends, avant qu'il fasse une chaleur de tous les diables. Il se sert du tranchant de sa main pour essuyer la sueur qui dégouline sur sa joue bien lisse. Mais c'est peut-être déjà trop tard pour ça. Elle prend les tracts, jette un coup d'œil à celui qui est sur le dessus de la pile. Boston en état de siège. Rejoignez tous les parents inquiets et les membres de la communauté de South Boston pour exiger la fin de cette dictature judiciaire. Vendredi 30 août à City Hall Plaza. À midi précis. Non au buzzing. Jamais. Résistons. Boycottons. On demande à tout le monde de couvrir des quartiers bien définis. On aimerait que tu couvres... Brian plonge une main dans son barracuda et en ressort une liste sur laquelle il fait courir son doigt. Que tu couvres Mercer Street entre la 8e et Dorchester Street. Et Telegraph Street jusqu'au parc. Et puis, ouais, toutes les maisons situées sur le pourtour du parc. Ça fait un tas de portes. C'est pour la cause, Marie-Pat. Chaque fois que les types de Butler s'amènent la main tendue, ce qu'ils vous proposent d'acheter, en fait, c'est leur protection. Mais ils ne le disent jamais comme ça. Ils vous enrobent ça dans un motif plus noble. C'est pour l'IRA, pour les enfants qui meurent de faim dans un pays à la con ou un autre, pour les familles des anciens combattants. Il est même possible qu'une partie de l'argent finisse par arriver jusqu'à eux. Mais la cause anti-buzzing, en tout cas jusqu'à présent, semble être parfaitement réglo. On a l'impression que c'est la cause. Ne serait-ce que pour la seule raison qu'ils n'ont pas demandé le moindre cent aux résidents de Commonwealth. Que du porte-à-porte et de la distribution. Je donnerai un coup de main avec plaisir, dit Marie-Pat à Brian. Vous vous cassez tellement le cul. Brian accueille la remarque en levant les yeux au ciel d'un air las. Tout le monde se casse le cul dans le coin. Quand j'en aurai fini avec tout ça, j'aurai plus de quoi m'asseoir. Il porte le doigt à une casquette imaginaire pour la saluer avant de repartir dans le couloir vert. Ça m'a fait plaisir de te voir, Marie-Pat. J'espère que le courant va pas tarder à revenir. Attends, l'appelle-t-elle. Juste une seconde, Brian. Il se retourne vers elle. Qu'est-ce qui va se passer après la manif? Qu'est-ce qui va se passer si jamais, je sais pas moi, si ça change rien? Il lève les deux mains. J'imagine qu'on verra à ce moment-là. Pourquoi vous le descendez pas, ce juge? Putain, pense-t-elle. Vous êtes la bande de Butler, nom de Dieu. On vous paye pour une protection. Alors protégez-nous maintenant. Protégez nos gosses. Arrêtez ça. Mais elle dit seulement « Merci, Brian. Bonjour à Donna. J'y manquerai pas. » Encore un doigt à sa casquette imaginaire. « Bonjour à Kenny. » Son visage lisse se fige une seconde au moment où il se rappelle les derniers commérages du quartier. Il lui lance un regard avec ses yeux de velours. Je voulais dire... Elle le tire d'affaire avec un simple « J'y manquerai pas. » Un sourire crispé, et il s'en va. Elle ferme la porte, retourne dans l'appartement et trouve sa fille, assise à la table de la cuisine, en train de fumer une de ses cigarettes. « Putain, y a plus de courant, dit Jules. »« Ouais, ou alors, bonjour, dit Marie-Pat. Bonjour, ça marche aussi. »« Bonjour, dit Jules en lui lançant un sourire qui parvient à être aussi éclatant que le soleil et aussi froid que la lune. « Va falloir que je prenne une douche, maman. »« Eh ben, douche-toi. »« Ah, l'eau est froide. Il fait 32 degrés dehors, merde. » Marie-Pat ramène à elle son paquet de slim qui était près du coude de sa fille. Jules lève les yeux au ciel, tire une bouffée, souffle la fumée vers le plafond en une longue expiration régulière. « Qu'est-ce qu'il voulait ? » ?»« Brian ? » ?»« Ouais. »« Comment ça se fait que tu connais Brian Shee ?» Marie-Pat allume sa deuxième de la journée. « Non, répond Jules en écarquillant les yeux. Je connais pas Brian Shee. Je connais Brian Shee parce que tout le monde dans le quartier connaît Brian Shee. Qu'est-ce qu'il voulait ? » Il va y avoir une manif, répond Marie-Pat. Un rassemblement, vendredi. Ça changera rien.
Sa fille essaye de prendre un ton désinvolte et apathique, mais Mary-Pat voit une lueur de peur flotter dans ses yeux, assombrissant les poches juste en dessous. Elle a toujours été une si jolie fille, Jules. Une si jolie fille. Et là, manifestement, voilà qu'elle se met à vieillir. À 17 ans. Les raisons ne manquent pas. Une jeunesse passée à Commonwealth, pas le genre d'endroit à produire des reines de beauté et des mannequins, même quand elles sont très jolies au départ. La perte d'un frère. Le départ de son beau-père, juste quand elle commençait à croire qu'il allait rester. L'obligation, par arrêt fédéral, d'aller dans un nouveau lycée l'année de sa terminale, dans un quartier inconnu, pas vraiment renommé pour laisser les jeunes blancs se balader dans les rues après le coucher du soleil. Sans parler du simple fait d'avoir 17 ans et de se trouver embarqué dans Dieu sait quoi avec ses andouilles d'amis. L'herbe circule pas mal ces temps-ci. Mary-Pat ne l'ignore pas. Et l'acide aussi. L'alcool, bien sûr. À ça aussi, la plupart des gosses sortent du ventre de leur mère en serrant une Shields dans une main et un pack de Lucky Lager dans l'autre. Et bien sûr, il y a aussi le fléau. Cette foutue poudre brune et ces putains d'aiguilles qui vous transforment un gosse bien vivant en cadavre ou en futur cadavre en moins d'1 an. Si Jules s'en tient à l'alcool et aux cigarettes avec un petit joint en prime de temps en temps, elle n'y perdra que sa beauté. Et ça, c'est ce qui arrive à tout le monde dans la cité. Mais Dieu fasse qu'elle ne touche pas au fléau. Mary-Pat mourrait, encore une fois. Elle en a pris conscience au cours des 2 dernières années. Jules n'aurait jamais dû grandir ici. Mary-Pat, elle, a l'air de sortir d'une chaîne de fabrication d'Irlandaise dure à cuire. Un simple coup d'œil aux photos d'elle quand elle était bébé ou petite fille, et on remarque tout de suite son visage grimaçant, ses larges épaules et son corps, râblé et puissant, prêt à participer à un roller derby ou une connerie de ce genre. La plupart des gens préféreraient se battre contre un chien ayant encore envie d'un bon morceau de viande plutôt que d'avoir une embrouille avec une fille de ça aussi qui a grandi dans les cités. Mais ça, c'est Mary-Pat. Jules, quant à elle, est grande et finement musclée, avec de longs cheveux lisses couleur pomme. Elle est douce, féminine jusqu'au bout des ongles, et en attente d'un cœur brisé, comme le mineur est en attente d'un poumon silicosé. Mary-Pat sait pertinemment que ça va arriver. Elle est fragile, cette créature sortie du ventre de Mary-Pat. Fragile dans ses yeux, fragile dans sa chair, fragile dans son âme. Son langage brutal, les cigarettes, sa capacité à jurer comme un charretier et cracher comme un docker, tout cela ne peut pas le masquer complètement. La mère de Mary-Pat, Louise Whitsey Flanagan, qui était digne de figurer au panthéon des Irlandaises dures à cuire, un petit 1m50 et 43 kilos toute mouillée après un dîner de Noël, l'a souvent dit à Mary-Pat. Il y a ceux qui se bagarrent et il y a ceux qui se barrent. Et ceux qui se barrent finissent toujours coincés dans une impasse, tôt ou tard. Parfois, Mary-Pat regrette de ne pas avoir trouvé le moyen de se tirer de Commonwealth avant que Jules ne découvre à quelle catégorie elle appartient. « Et ça se passe où cette manif ?» demande Jules. « On va en ville. »« Ah ouais ?» Ça lui vaut un sourire sarcastique de sa fille tandis qu'elle écrase sa cigarette. « De l'autre côté du pont et tout le bordel ?» Jules hausse les sourcils. « Tu t'es vu ?» Mary-Pat tend le bras au-dessus de la table et lui tapote la main pour qu'elle la regarde. « On va au City Hall. Ils peuvent pas nous ignorer, Jules. Ils vont nous voir. Ils vont nous entendre, putain de merde. Vous, les jeunes, on vous laisse pas tomber. » Jules lui adresse un sourire à la fois plein d'espoir et malheureux. « Ah ouais ?» Elle baisse la tête. Sa voix n'est qu'un faible murmure quand elle ajoute « Merci, maman. » Ben, ça va de soi. Mary-Pat sent quelque chose se nouer au fond de sa gorge. Évidemment, ma chérie. C'est peut-être la plus longue conversation qu'elle ait eue avec sa fille, assise en face d'elle depuis des mois. Elle avait oublié à quel point elle aime ça. Un petit grondement de tonnerre fait vibrer le sol sous leurs pieds et se propage dans les murs. Puis la lumière revient au-dessus de la cuisinière. Les ventilateurs se remettent à tourner aux fenêtres. Les radios et les télés dans les autres appartements recommencent à se faire concurrence. Quelqu'un pousse un hurrah. Jules s'écrie « Je vais à la douche !» Et elle bondit de sa chaise comme si elle lui devait de l'argent. Mary-Pat fait du café. Elle emporte sa tasse dans la salle de séjour avec un des cendriers fraîchement vidé, puis elle allume la télé. On ne parle que d'eux aux infos. South Boston est la prochaine rentrée scolaire. Les élèves blancs qu'on va transporter en bus jusqu'à Roxbury. La perspective ne réjouit personne, ni d'un côté, ni de l'autre. À part les agitateurs,
Ces Noirs qui ont poursuivi en justice le comité de l'enseignement, qu'ils poursuivent en justice depuis 9 ans parce que rien n'a jamais été assez bon pour eux. Mary-Pat a travaillé aux côtés de trop de Noirs à Meadow Lane Manor et à la fabrique de chaussures pour croire qu'ils sont mauvais ou naturellement paresseux. Des tas d'entre eux sont des braves gens, courageux et bien comme il faut. Et ils ne demandent que les mêmes choses qu'elle, un salaire régulier, de la nourriture sur la table, des enfants en sécurité dans leur lit. Elle a dit à ses 2 enfants que si jamais ils prononçaient le mot nègre devant elle, ils avaient intérêt à être sûrs qu'ils l'utilisaient à propos de ceux qui sont pas bien comme il faut, qui travaillent pas dur, qui restent pas mariés et qui ne font des bébés que pour toucher les aides sociales. Noël, juste avant de partir pour le Vietnam, lui avait répondu « Ça correspond à presque tous ceux que j'ai rencontrés, maman. » « Et t'en as rencontré combien ?» avait demandé Mary-Pat. « Tu vois beaucoup de gens de couleur se balader dans West Broadway, toi ?»« Non, mais je les vois en ville. Je les vois dans le métro. » Il avait levé une main pour imiter quelqu'un qui tient une poignée dans le métro et de l'autre, il s'était gratté sous le bras, comme un singe. « Ils vont toujours à Forest Hills. » Il avait fait des bruits de chimpanzé et elle lui avait donné une tape. « Sois pas bête, » avait-elle dit. « Je t'ai pas élevé pour que tu sois comme ça. » Il lui avait souri. Seigneur, comme il lui manque le sourire de son fils. Elle avait tout de suite été frappée par ce large sourire en coin quand il était sur son sein, ivre du lait maternel. Ce sourire avait ouvert une cavité dans son cœur, et Mary-Pat a beau appuyer dessus de toutes ses forces, elle refuse de se refermer. Il l'avait embrassée sur le haut du crâne. « T'es trop gentille pour une cité comme la nôtre, maman. On te l'a jamais dit ?» Et puis il était parti, retourné dans la rue. Tous les jeunes de South Sea aimaient la rue, mais aucun ne l'aimait autant que ceux de la cité. Les jeunes de la cité détestaient rester à l'intérieur, de la même façon que les riches détestaient aller travailler. Rester à l'intérieur, ça voulait dire sentir la cuisine des voisins à travers les murs, les entendre se disputer, les entendre baiser, les entendre tirer leur chasse d'eau, entendre ce qu'ils écoutaient à la radio ou sur leur tourne-disque, ce qu'ils regardaient à la télé. Parfois même, vous auriez juré que vous pouviez les sentir, eux, l'odeur de leur corps, la cigarette dans leur haleine, la puanteur de leurs pieds gonflés. Jules revient dans la salle de séjour, vêtue de son vieux peignoir écossais, désormais trop petit de 2 tailles, et elle se sèche les cheveux. « On y va ?» demande-t-elle. « On doit aller quelque part. »« Ouais ? Où ça ? Tu m'as dit que tu m'emmènerais faire des courses pour la rentrée. »« Quand ? » ?»« Putain, maman, aujourd'hui !»« C'est toi qui payes. »« Ah, maman, allez, tu déconnes ou quoi ?»« Pas du tout. T'as remarqué que la cuisinière ne marche pas ? » ?»« Mais qu'est-ce que ça peut foutre, tu cuisines jamais ?» Mary-Pat bondit du canapé, le regard furieux. « Ah bah merde alors, je cuisine jamais. »« Pas ces derniers temps. Parce que le gaz est coupé. »« Bah et alors, la faute à qui ?»« Va donc bosser avant que je te défonce le crâne, dit Mary-Pat. Osez me parler comme ça ? J'ai un boulot. À temps partiel, ça compte pas, ma petite. Un temps partiel, c'est pas ça qui paye le loyer. Ou qui fait marcher la cuisinière, apparemment. Je te jure que je vais t'en coller un, tu te réveilleras pas avant la semaine prochaine. Jules lève les 2 poings et se met à sautiller d'avant en arrière dans son peignoir ridicule comme un boxeur sur le ring, avec un sourire grand comme ça. Mary-Pat peut pas s'empêcher d'éclater de rire. Baisse tes poings, tu risques de finir par t'assommer toute seule et rester gaga jusqu'à la fin de ta vie. Souriant, les dents serrées, Jules lui fait un doigt d'honneur avec chaque main sans cesser sa danse ridicule dans son peignoir ridicule. « Au rebelle alors !»« Je n'ai pas d'argent, je te dis. » Jules s'arrête de danser. Elle remet la serviette de toilette sur sa tête. « T'en as bien un peu. T'as peut-être pas l'argent pour payer la compagnie du gaz, mais t'en as assez pour un magasin comme Rebelle. »« Non, » répète Mary-Pat. « Je n'en ai pas. »« Je vais aller au lycée des Zoulous en ayant l'air plus pauvre qu'eux. » Les larmes lui montent aux yeux et elle se frotte vigoureusement la tête avec sa serviette pour les empêcher d'aller plus loin. « Maman, s'il te plaît !» Mary-Pat l'imagine là-bas, le jour de la rentrée, cette fille blanche toute tremblotante avec ses grands yeux marrons. « Bon, j'ai quelques $, parvient à dire Mary-Pat. Jules s'accroupit dans un geste de gratitude. « Merci. Mais d'abord, tu vas m'aider à frapper à quelques portes. »« C'est quoi cette connerie ?» Elle commence dans les Highs. Elle frappe à toutes les portes des maisons qui entourent le parc et le monument. Beaucoup de gens ne sont pas chez eux, ou prennent Mary-Pat et Jules pour des adeptes de la science chrétienne qui répandent la bonne parole, et font comme s'ils n'étaient pas là. Mais il y en a pas mal qui sont là.
Et peu d'entre eux ont besoin d'être convaincus. Ils font état de leur indignation, de leur intransigeance, de leur récrimination. Ils seront là vendredi. Et comment qu'on sera là, lui dit une vieille femme avec un déambulateur et une haleine de fumeuse. Tu peux en être sûre, ma jolie. Quand elles ont terminé, le soleil commence à décliner. Pas vraiment à se coucher, mais plutôt à descendre dans les rubans bruns de la fumée qui dérive en permanence de la centrale électrique, au bout de West Broadway. Marie-Pat emmène Jules au Rebelle, où elles achètent un carnet, un paquet de 4 stylos, un cartable en nylon bleu, un jean pad d'éléphant mais qui monte haut sur les hanches. Puis Jules, qui a fini par retrouver sa bonne humeur après tout ça, accompagne sa mère au Finest, où Marie-Pat s'achète un plateau repas. Quand elle demande à Jules ce qu'elle veut pour dîner, Jules lui rappelle qu'elle sort, avec Rome. Elles font la queue à la caisse avec un seul plateau télé et l'hebdomadaire People National Enquirer, et Marie-Pat se dit alors qu'elle pourrait tout aussi bien se coller sur le front l'étiquette « Je suis seule, je me fais vieille et grassouillette ». Sur le chemin du retour, Jules dit à brûle-pourpoint « Tu te demandes jamais s'il n'y a pas un endroit différent ?» Ça veut dire quoi ça? Jules descend du trottoir pour éviter un tas de fourmis grouillant autour de ce qui a l'air d'être un œuf cassé. Elle pivote autour d'un jeune arbre avant de remonter sur le trottoir. Ben, tu sais, t'as jamais le sentiment que les choses sont censées être d'une certaine façon, mais qu'en fait elles ne le sont pas. Et tu sais pas pourquoi, parce que t'as jamais rien connu d'autre que ce que tu vois. Et ce que tu vois, c'est... D'un geste, elle montre Old Colony Avenue. Ça. Elle regarde sa mère et se penche un peu sur le trottoir inégal pour éviter qu'elle se tamponne. Mais tu le sais, tu comprends? Tu sais quoi? Que c'était pas à ça que t'étais destinée. Du bout des doigts, Jules tapote l'espace entre ses seins. Ici, à l'intérieur. Bon, ma chérie, répond sa mère qui n'a pas la moindre idée de ce qu'elle baragouine, tu étais destinée à quoi alors? Je dis pas ça de cette façon-là. De quelle façon? La façon dont tu le dis. Alors tu le dis comment? J'essaye juste de dire que je comprends pas pourquoi je ressens pas les choses de la même façon que la plupart des gens ont l'air de les ressentir. Quelle chose? Ben tout, n'importe quoi. Jules lève les mains. Oh, et puis merde. Quoi? Insiste Marie-Pat qui veut savoir quoi. D'un geste de la main, Jules désigne tout ce qu'il y a autour d'elle. Man, je veux juste... C'est comme... Bon, d'accord. Elle s'arrête et appuie un pied contre la base d'une borne d'appel d'urgence de la police de Boston toute rouillée. Sa voix n'est plus qu'un murmure. Je comprends pas pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Tu veux dire l'école? Tu veux dire cette histoire de buzzing? Quoi? Non? Enfin, oui. En quelque sorte, je veux dire, je comprends pas où on va. Est-ce qu'elle parle de Noël? Tu veux dire quand on meurt? Alors, ouais, mais tu sais, quand on... Oh, laisse tomber. Non, dis-moi. Non, s'il te plaît. Sa fille la regarde droit dans les yeux, ce qui est d'une rareté absolue depuis ses premières règles il y a 6 ans, et son regard est en même temps plein de désespoir et d'aspiration. L'espace d'un instant, Marie-Pat voit une image d'elle-même dans ce regard. Mais quelle image? Quelle Marie-Pat? Ça fait combien de temps qu'elle n'a pas aspiré à quelque chose? Ça fait combien de temps qu'elle n'a pas osé croire quelque chose d'aussi fou que quelqu'un, quelque part, possède les réponses à des questions qu'elle ne peut même pas formuler? Jules détourne les yeux, se mord la lèvre, une habitude chez elle quand elle refoule ses larmes. Je veux dire, où est-ce qu'on va, maman? La semaine prochaine, l'année prochaine? Tu sais, qu'est-ce que... bredouille-t-elle. À quoi? Pourquoi on fait ça? On fait quoi? Aller à droite et à gauche, faire des courses, se lever, aller se coucher pour se relever le lendemain matin. Qu'est-ce qu'on essaye de... Tu sais, je veux dire, d'accomplir. Marie-Pat a envie de faire à sa fille une de ces piqûres qu'on fait aux tigres pour les endormir. C'est quoi ce délire? Tu vas avoir tes règles? Demande-t-elle. Une sorte de gloussement cristallin monte de la gorge de Jules. Non, maman, sûr que non. Alors quoi? Prend les mains de sa fille dans les siennes. Jules, je suis là, c'est quoi? Elle pétrit avec ses pouces les paumes de sa fille comme elle le faisait toujours quand elle était petite et qu'elle avait de la fièvre.
Le sourire que lui fait Jules est triste et semble dire qu'elle en sait long. Mais long sur quoi? Elle dit « Maman, oui, je vais bien. » Bah, à t'entendre, on dirait pas. « Non, ça va bien. » Non, ça ne va pas. « Je suis juste… » Quoi? Fatiguée, dit sa fille. De quoi? Jules se mord l'intérieur de la joue, une vieille habitude, et son regard se perd dans l'avenue. Marie-Pat continue à lui pétrir les paumes. Fatiguée de quoi? Jules la regarde dans les yeux. Des mensonges. C'est Rome qui te fait de la peine? C'est lui qui te ment? Non, non, non. Mais qui alors? Personne. Tu viens de le dire. J'ai dit que j'étais fatiguée. Fatiguée des mensonges. Non, j'ai dit ça juste pour te faire taire. Pourquoi? Parce que tu me fatigues. Eh tiens, prends ça. Un bon coup de poignard en plein cœur. Elle lâche les mains de sa fille. Merde, alors la prochaine fois t'achèteras tes fournitures toi-même. Tu me dois 12 $ et 62 cents. Marie-Pat s'éloigne sur le trottoir. Maman! Va te faire foutre. Maman, écoute, je voulais pas dire que c'est toi, que je suis fatiguée, je voulais dire que ça me fatigue, que tu me fasses subir ce putain d'interrogatoire. Marie-Pat fait volte-face et avance vers sa fille si rapidement que Jules recule d'un pas. Ne recule jamais. Envie de hurler Marie-Pat, pas ici, jamais. Elle pose un doigt sur son front. Je te fais subir ce putain d'interrogatoire parce que je m'inquiète pour toi, parce que tu me sors tous ces trucs qui n'ont aucun sens, parce que t'es au bord des larmes, parce que t'as l'air complètement perdu. T'es tout ce qui me reste, t'as pas compris ça? Et je suis tout ce qui te reste. Ouais, bon, dit Jules, mais je suis jeune, moi. Si elle n'avait pas souri immédiatement, Marie-Pat aurait pu l'assommer sur place. Ici, en plein dans l'avenue Old Colony. Tu vas bien? Demande-t-elle à sa fille. Je dirais non. Jules laisse échapper un petit rire. Mais ça va. Tu comprends ce que je veux dire? Sa mère attend. Ses yeux restent fixés sur ceux de sa fille. Jules fait un large geste montrant Old Colony, toutes les affiches. Ça aussi ne cédera pas. Bienvenue à Boston, gouverné par décret. Pas de vote égale pas de droit. Et les slogans peints à la bombe sur les trottoirs et les murets autour des parkings. Pas de nègres chez nous, le pouvoir aux blancs, retour en Afrique et retour à l'école. L'espace d'un instant, Marie-Pat a l'impression qu'il se prépare à la guerre. Il ne manque plus que les sacs de sable et les blocos. « C'est mon année de terminale, » dit Jules. « Je sais, mon cœur. »« Et rien n'a de sens. » Marie-Pat serre sa fille contre elle sur le trottoir et la laisse sangloter au creux de son épaule. Elle ignore les regards des passants. Plus il la regarde, plus elle se sent fière de cet enfant qu'elle a mis au monde. Au moins Commonwealth n'a pas eu raison de son cœur, a-t-elle envie de crier. Au moins c'est quelque chose qu'elle a gardé, enfoiré d'Irlandais buté et insensible. Je suis peut-être l'une des vôtres, mais pas elle. Quand elle relâche leur étreinte, elle essuie les larmes sous les yeux de sa fille avec ses pouces. Elle lui dit que tout va bien. Elle lui dit qu'un jour les choses auront un sens. Même si personnellement, elle l'attend toujours ce jour-là. Même si elle soupçonne qu'on en est tous là, sur cette bonne vieille terre. Jules prend une autre douche à leur retour. Puis le minable qui lui sert de petit ami, Ronald Rum Collins, et Brenda Morello, la copine de Jules depuis le cours élémentaire, lui rendent visite. Brenda est une petite blonde avec d'immenses yeux marrons et une silhouette si épanouie, des formes si pleines que l'on dirait qu'elle a été conçue par Dieu pour faire perdre aux hommes le fil de leurs pensées dès qu'ils la voient passer. Elle le sait, bien sûr. Et apparemment, ça la gêne. Elle continue à s'habiller comme un garçon manqué, une chose que Marie-Pat a toujours appréciée chez elle. Jules appelle Brenda dans sa chambre pour avoir son avis sur ce qu'elle doit mettre, et Marie-Pat se retrouve coincée dans la cuisine en compagnie de Rome, qui, comme son père et ses oncles avant lui, a autant de conversations qu'un jambon cuit. À noter toutefois qu'il est passé maître dans l'art de ne pas dire grand-chose quand il est avec les filles et ses copains, à Southsea High, transformant la torpeur naturelle de son regard en une sorte de mépris paresseux que les jeunes considèrent comme un signe de décontraction désinvolte. Et sa propre fille s'y est laissée prendre. « Vous avez l'air super aujourd'hui, Madame Fancy. » Merci Ronald. Il promène son regard tout autour de la cuisine comme s'il ne l'avait pas déjà vue 100 fois.
Ma mère m'a dit qu'elle vous avait vu au supermarché la semaine dernière. Ah oui? Ouais, en train d'acheter des céréales, elle a dit. Bon, si elle le dit. Quelle sorte? De céréales? Ouais, je me souviens plus. Moi, j'aime les Fruit Loops. C'est tes préférés, c'est ça? Il hoche la tête plusieurs fois. Sauf quand elles sont restées trop longtemps dans le lait et qu'elles lui donnent, voyez, des couleurs différentes. Ah, ça, c'est pas terrible. Et du coup, je me dépêche de les manger. Il a une expression dans les yeux comme s'il était en train de jouer un bon tour à Kellogg's. Tandis que l'élève de Marie-Pat disent « Ah, c'est pas bête ça. Sa tête pense pourvu que tu fasses jamais d'enfant. » Mais ouais, j'aime pas avoir des couleurs dans mon lait. Il hausse les sourcils comme s'il venait de dire quelque chose d'astucieux. Pas pour moi. Elle lui adresse un sourire crispé. Et si vraiment tu dois faire des enfants, s'il te plaît, ne les fais pas avec ma fille. Bon, j'aime le lait quand même. Mais sans couleur. Elle continue à lui sourire parce qu'elle est trop ennuyée pour parler. Ouais, dit-il. Elle se retourne et voit Jules et Brenda entrer dans la pièce. Rome passe à côté de Marie-Pat, pose une main sur la hanche de Jules et l'embrasse sur la joue. Dis-lui qu'elle est belle au moins, qu'elle est jolie. Bon, allez, on file d'ici, dit-il. Puis il donne une claque sur la hanche de Jules et pousse un cri aigu quelque part entre le gloussement et le glapissement qui donne aussitôt à Marie-Pat l'envie furieuse de lui fracasser son putain de crâne avec un rouleau à pâtisserie. Salut, maman. Jules se penche et lui donne un petit baiser sur la joue, et Marie-Pat saisit une odeur de cigarette, une bouffée du shampoing Gee, your hair smells terrific, et une touche de parfum Love's Baby Soft derrière les oreilles de sa fille. Elle voudrait lui attraper le poignet et lui glisser « Trouve-toi quelqu'un d'autre, trouve-toi quelqu'un de bien, quelqu'un qui ne sera peut-être pas d'une grande finesse, mais qui ne sera pas méchant. Celui-ci va devenir méchant parce qu'il n'est qu'à 2 crans au-dessus de la tardée mentale. Mais il se prend pour quelqu'un de plutôt futé et les gens qui sont comme ça deviennent méchants quand ils se rendent compte que le monde se moque d'eux. T'es trop bien pour ce garçon, Jules. » Et tout ce qu'elle dit, c'est « Essaye de rentrer à une heure raisonnable. » Et elle lui rend son petit baiser rapide sur la joue. Et l'instant d'après, Jules n'est plus là, englouti dans la nuit. C'était le début du livre Le Silence de Dennis Lehane aux éditions Gallmeister. Pour avoir la suite de l'histoire de Marie-Pat et Jules, pour connaître tous ces personnages hauts en couleur et savoir ce qui va se jouer à South Boston cet été-là, rendez-vous dans toutes les bonnes librairies.